bien sûr, mais bon. C'est pour faire tourner l'éolienne à l'économie, ça. Développement durable. Attends, c'est bon, viageant. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur Internet. Nous sommes en direct de l'OMD. La conférence va démarrer dans quelques minutes. Merci de patienter. Ça me fend le cœur. Je pensais que dans le midi, on était plus habitués au nom italien, mais non. C'est là que c'est juste. C'est là que c'est juste. C'est là que c'est juste. Ça va. J'arrive encore à y faire mon nom. On est à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui nous regardent sur YouTube. En 2019, notre archevêque, Monseigneur Jean-Marc Aveline, a créé le Conseil diocésain Laudato Si, dont la mission est de mettre en œuvre cette encyclique. Nous sommes 20 membres à ce conseil, il y en a 10 présents ce soir, ils ont le badge. Vous pouvez les questionner sur tout ce que vous voulez savoir. Ce soir, nous espérons participer à diffuser l'esprit de Laudato Si et de Fratelli Tutti dans le domaine particulier de l'investissement. Je vais vous présenter nos 3 intervenants, mais auparavant, quelques informations. Le vendredi 25 mars à 20h au Mistral, Anne Moreau nous présentera son livre « Ma petite cuisine Laudato Si » pour nous apprendre à choisir une alimentation soutenable pour notre maison commune et à mieux nous nourrir. À la sortie, nous vous proposons à la vente des encycliques Laudato Si, que vous avez bien sûr déjà lues, mais vous pourrez en racheter d'autres pour les offrir, et quelques t-shirts Laudato Si, ainsi que des documents de nos intervenants. Notre soirée a occasionné quelques dépenses, environ 250 €. Aussi, vous avez un petit panier à la sortie pour votre libre contribution, et nous vous en remercions. Alors, je vous présente Laura Morosini. Son nom est écorché, on s'en excuse. C'est une juriste de l'environnement. Elle a fait 20 ans de conseil stratégique auprès d'élus, en particulier sur le climat et les questions énergétiques, notamment la coordination du premier plan climat de la ville de Paris, la stratégie de réduction de l'empreinte écologique de la Banque de France et un rapport parlementaire du pétrole et éthique. Elle est fondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre en 2012, association œcuménique pour relier et dynamiser les chrétiens sur le rapport foi-écologie. Elle est cofondatrice et ancienne secrétaire générale d'Église Verte. Aujourd'hui, elle est directrice Europe du mouvement Laudato Si catholique pour notre maison commune, qui regroupe 800 structures catholiques dans le monde. Vincent Cros, ingénieur polytechnicien,
Il a travaillé 5 ans en finance au sein de la Société Générale avant de lancer en 2012 Senioradom, entreprise développant des solutions innovantes de téléassistance pour personnes âgées. Il quitte Senioradom mi-2020, après l'avoir vendu au groupe mutualiste Vive. En parallèle, il est devenu mentor au sein de 50 Partners Impact, accélérateur de start-up à impact. En 2020, il décide de se lancer dans la création de Ferme en Vie, FEV, avec 3 associés. L'objectif étant d'accélérer la transition agroécologique en organisant l'acquisition de fermes grâce à de l'épargne citoyenne, afin de permettre l'installation de porteurs de projets en agroécologie. Laurent Chéreau, qui a fait ses études de finance à Ketch Bordeaux, il est marié avec 2 enfants, il habite région parisienne. Il est depuis 15 ans responsable des relations actionnaires pour la CIDI, Solidarité Internationale pour le développement et l'investissement, une société d'investissement solidaire créée par le CCFD Terre Solidaire qui appuie le développement d'institutions de microfinance et de coopératives agricoles dans les pays du Sud-Est et de l'Est. Il est notamment chargé du développement des ressources qui permettent à la CIDI de mettre en œuvre sa mission et d'assurer que les parties prenantes de la CIDI, et notamment les actionnaires citoyens, disposent d'une information régulière, fiable et transparente. Au titre de sa fonction, il est élu au conseil d'administration de FAIR, l'association des acteurs de la finance à impact social, dont il est également le secrétaire. Voilà, je passe la parole maintenant à Laura, et bonne soirée. Merci Olivier, merci à vous tous d'être là et de m'avoir donné l'occasion de revenir à Marseille. Le micro n'est pas branché. Vous m'entendez? Non. Non, vous m'entendez pas. Tu l'as coupé. Allô, oui, cette fois-ci ça marche. Alors je vais vous parler de désinvestissement des énergies fossiles. Parfois on dit défossilisation, ce mot semble un peu barbare, mais on va voir de quoi il s'agit. Et surtout de comment les catholiques ont contribué et sont en train de contribuer dans le monde à la sortie des combustibles fossiles, ce qui est pourquoi c'est un besoin important aujourd'hui. Alors, en 2020, le Vatican a publié un livre qui s'appelle « Vers le soin de notre maison commune » et qui appelait les catholiques, je cite, à éviter les entreprises qui nuisent à l'écologie humaine ou sociale, telles que celles impliquées dans l'avortement, l'armement et à l'environnement, telles les entreprises de combustibles fossiles. Voilà, on n'a peut-être pas l'habitude que ces combustibles fossiles soient vus comme aussi nuisibles, mais c'est dit tout à fait clairement aujourd'hui, à un moment où les gouvernements ne vont pas aussi vite. Le pape François et le Vatican annoncent clairement la couleur. Olivier a dit que je représentais ici le mouvement Laudato Si. Je vous donnerai quelques éléments, voilà une petite présentation du mouvement Laudato Si rapide, parce que je pense qu'il n'est pas encore très connu en France, étant donné que ça fait que 6 mois que nous sommes présents en France. Et puis après, je me focaliserai sur pourquoi désinvestir. Et à la fin, je vous donnerai quelques petites ressources qui peuvent être utiles pour aller plus loin. Alors, juste le mouvement Laudato Si, pour ceux qui peut-être connaissaient, s'appelait auparavant le Mouvement catholique mondial pour le climat. Il a été fondé en 2015, un petit peu avant la COP21 et un petit peu avant la sortie de l'encyclique Laudato Si, dans l'hémisphère sud, avec des personnes issues d'Argentine et des Philippines, plusieurs congrégations, diocèses, personnes, associations, une quinzaine, se sont réunies pour dire qu'il va y avoir une encyclique, il faut aider à pousser cette encyclique écologique, encyclique sociale à thème écologique, y compris la pousser sur la COP21. Et donc la première action, ça a été de faire une grande pétition, et 3 millions de signatures de catholiques ont été remises
la secrétaire générale de la COP21 lors de l'accord de Paris en 2015. Voilà, c'était une première action forte, et puis ça a continué, et ça s'est pas mal agrandi sur les différents continents. Voilà pourquoi est-ce que le mouvement Laudato Si agit sur le désinvestissement des énergies fossiles, parce que voilà, si on reprend le texte de Laudato Si, le paragraphe 165, il est dit que nous savons que la technologie basée sur l'utilisation des combustibles fossiles très polluants doit être progressivement remplacée sans retard. Donc un des éléments de la conversion écologique à laquelle nous sommes appelés est la sortie des fossiles. Donc à présent, le mouvement Laudato Si, c'est un réseau mondial. Vous avez un petit aperçu d'un millier d'organisations membres aujourd'hui. Des organisations, comme je vous disais, assez variées, qui vont d'ordre religieux à des Caritas, ici des personnes du CCFD, donc des CCFD d'autres pays aussi, des mouvements de jeunes, des mouvements de laïcs, des diocèses aussi. Alors, l'approche du mouvement Laudato Si, et ça sera je conclurai sur ça, c'est avoir la dimension spirituelle au cœur, le centre, c'est la conversion écologique des cœurs, le fondement. Le fondement, c'est la dimension spirituelle, et de cette dimension spirituelle naissent, elle se traduit en action et en conversion des pratiques de nos modes de vie, les styles de vie, dit le pape François, en réduisant très concrètement notre empreinte écologique individuelle et collective. Et un troisième cercle, c'est la dimension de l'action publique, de faire entendre nos voix. Donc il s'agit de changer nous, mais aussi de faire changer la société, car les structures posent également problème. Et cette transformation interne et externe fait des allers-retours, parce que c'est aussi en parlant et en agissant qu'on se transforme. Voilà, ça va dans les deux sens. Alors revenons à la question du désinvestissement des énergies fossiles. Peut-être quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que chaque année, le pape François réunit les dirigeants du secteur fossile, pétrolier, gaz, charbon et minier. Il les réunit et il leur dit très clairement ce que nous sommes en train de dire là, c'est qu'ils doivent changer. C'est que l'objet même de leurs entreprises doit changer, et ils doivent sortir du cœur de métier qui était pour un certain nombre les fossiles, pour changer un peu, changer progressivement l'objet de leur entreprise. Donc une des dernières déclarations qu'il a faites, c'est: la civilisation requiert de l'énergie, mais l'utilisation de l'énergie ne doit pas détruire la civilisation. Alors, pour sortir des énergies fossiles, ça ne se fait pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif, donc on peut y aller par étapes. Le mouvement Laudato Si propose d'y aller progressivement, en commençant par exemple, si on a beaucoup d'investissements dans ce domaine, par exclure le charbon, on exclut le pire, le charbon, les sables bitumineux, à désinvestir partiellement, puis totalement. L'important, c'est de faire le premier pas et de décider de poser l'action auprès de son banquier, de son gestionnaire de fonds, comme quoi on souhaite désinvestir des énergies fossiles. C'est déjà ça le premier pas. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est une décision. Une fois prise cette décision, c'est un itinéraire sur 5 ans. Mais prendre la décision, ça nous oblige, hein, c'est comme quand on fait quand on se marie, quand on fait un engagement public, le fait qu'on le fasse devant d'autres et qu'on le dise, ça nous aide aussi à avancer. Voilà, on le pose, et après on sait qu'on a aussi la grâce, qu'on a aussi l'Esprit Saint, que voilà, on aura aussi même des choses qui vont nous aider à y arriver. Et puis des outils, bien sûr. Et puis des propositions d'investissement alternatifs à mes côtés. Pourquoi l'annoncer publiquement? Parce que c'est important de dénormaliser
délégitimer l'industrie fossile qui actuellement est la cause de 90% de l'effet de serre existant. Donc c'est une page qui a été utile, qui a apporté du confort, de la productivité, etc. Mais une page qu'il faut tourner pour des alternatives. Alors on voit ici, par exemple l'annonce qui a été faite au moment de la dernière COP à Glasgow de 72 institutions religieuses qui ont désinvesti des énergies fossiles. C'est quelque chose qui se fait aussi dans d'autres religions, mais sur lesquelles les catholiques sont en pointe depuis assez longtemps. Alors pourquoi désinvestir ? Je voudrais citer le père George Strom, qui est le responsable de l'écologie au sein du dicaster au développement humain intégral. Donc c'est le dicaster, c'est une sorte de ministère, on va dire, au Vatican, qui s'occupe des questions développement humain intégral, qui comprend de nombreuses questions, dont la santé, les migrations, etc., et l'écologie. Et donc le père Geostrom Kuredatam est en charge de l'écologie. Alors il dit « Nous savons que les combustibles fossiles sont à l'origine de la crise climatique et détruisent notre planète. Pourtant, nous continuons à investir dans ces fossiles sales. C'est un impératif physique que nous changions de cap, que nous désinvestissions. La science nous dicte cette orientation. C'est aussi un impératif moral. Nos propres frères et sœurs du monde entier souffrent déjà à cause de la crise climatique et nous ne pouvons pas les pousser à de plus grandes souffrances. C'est enfin un impératif théologique. La terre est la création de Dieu confiée à notre intendance. Nous devons prendre soin de la création de Dieu. Alors soyons courageux, désinvestissons. » Voilà ces paroles. Donc, je vous disais, 89% des émissions mondiales de CO2 proviennent de l'industrie des combustibles fossiles. La dernière décennie a été la plus chaude depuis 125 000 ans. Et les scientifiques nous disent qu'on n'a qu'une décennie pour mettre en place les structures énergétiques qui permettront de limiter le changement climatique pour assurer une planète saine et habitable, pour rester en dessous des 1,5 degré, 2 degrés de l'accord de Paris. Vous avez les éléments du constat. C'est des chiffres tels que c'est vu là, mais c'est des gens derrière les chiffres. 2 fois plus, une personne qui naît aujourd'hui en 2020 aura 2 fois plus d'incendies de forêt, 2,1 fois plus de mauvaises récoltes, 2,6 plus de sécheresse, etc. Presque 7 fois plus de vagues de chaleur. Voilà, c'est l'avenir des jeunes générations, de ceux qui sont déjà nés en fait, qui est en jeu. Alors, quel est le lien entre le climat et les énergies et l'investissement fossile ? Le fait que pourquoi est-ce que désinvestir aide et même est nécessaire ? Parce que l'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport en mai dernier. C'était déjà un sujet au moment de la COP, mais ça a été renforcé lors de ce rapport. Pour rester dans le seuil de l'accord de Paris, dans le seuil d'augmentation, dans les 1,5 degré de l'accord de Paris, il faut qu'il n'y ait aucun nouveau gisement qui soit exploité dorénavant. Depuis mai dernier, on sait que on finit d'exploiter ceux qui sont en cours, mais on n'en lance aucun nouveau. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui est hyper officielle, hyper liée au gouvernement, etc., qui n'est pas Greenpeace. Voilà, c'est les calculs auxquels ils ont abouti. Donc pour qu'il n'y ait aucune nouvelle exploitation fossile, il faut qu'il n'y ait plus d'argent qui encourage, qui soit investi dans l'énergie fossile pour donner un signal en fait. Voilà, c'est la même chose. Peut-être juste
une illustration d'un projet peut-être, qui est un des projets qui sont un peu tangents en ce moment, qui pourraient être abandonnés ou pas, et sur lesquels sont engagées différentes organisations en France, le mouvement Laudato Si au niveau international, mais aussi le CCFD qui est en procès avec Total sur ce projet, qui est un énorme oléoduc de 1500 m² chauffé, parce que le pétrole est très dense, donc sinon il ne peut pas couler, et qui est en projet dans un parc naturel pour le forage, et puis repassage par des parcs naturels pour l'oléoduc, et donc qui aura des émissions carbone extrêmement élevées, 34 millions de tonnes par an. Pour vous donner une idée, quand il y a eu l'affaire du siècle et que la France a été condamnée à diminuer ses émissions de carbone, c'était 14 millions de tonnes de moins qu'elle avait comme condamnation. Et là, ça va en émettre 34 en plus, en fait. Alors, pour peut-être voir une dernière partie, on discutait cet après-midi à RCF de la rentabilité, pas de la rentabilité, mais du risque, du facteur risque sur les investissements fossiles, dans les énergies fossiles, et aussi de la rentabilité. Et donc, il y a un indice qui s'appelle le Stoxx Europe 600, qui a enregistré globalement une hausse de 27%, et les 12 principales sociétés du secteur renouvelable, elles, ont affiché une hausse de 44%. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en plein développement, donc c'est pas une mauvaise, option. Côté catholique, dans le monde, il y a près de 1500 institutions qui ont désinvesti des énergies fossiles depuis quelques années que ce mouvement a été lancé. En 2014, les institutions qui avaient désinvesti totalisaient 50 milliards de dollars, et aujourd'hui on est à 39 000 milliards de dollars. Et parmi ces institutions, de grosses institutions comme Ford ou pas mal d'universités comme Harvard, et les institutions religieuses représentent un tiers des institutions qui ont désinvesti. Juste pour vous donner un petit aperçu d'institutions qui ont désinvesti, il y a pas mal de conférences épiscopales de différents pays, les Philippines en particulier qui sont très en pointe. Il faut dire qu'ils ont beaucoup de soucis climatiques et qui vivent vraiment dans leur chair le changement climatique, et puis pas mal de diocèses et d'archidiocèses, peut-être bientôt en France. Pour le moment, un peu dans le monde entier. En France, il y a essentiellement le CCFD Terre Solidaire qui est à la pointe sur le sujet, le Secours catholique et la Mission de France. Voilà, juste un panorama des types d'institutions qui ont désinvesti par le monde. Il y aura une nouvelle une ou deux fois par an. Il y a une annonce collective, donc on n'est pas obligé de chacun l'annoncer, on prend un engagement. On signe sur le site du mouvement Laudato Si, et après il y a une annonce collective qui met en valeur les différents lieux qui ont décidé de désinvestir. La prochaine annonce se fera début juillet, donc c'est le moment de faire avancer le sujet. Des outils sont proposés, parmi lesquels bientôt un webinaire pour les institutions françaises. Un tract et puis une boîte à outils sur le site internet du mouvement Laudato Si. Peut-être pour terminer, est-ce que j'ai encore 2 minutes ? Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous comprenons mieux. Excusez-moi, je vous dis de qui il s'agit. Il s'agit du cardinal Ulrich, que vous connaissez peut-être de nom parce que c'est aussi le président du synode sur la synodalité qui a lieu en ce moment.
Et voilà, le son me semble pas très très bon, mais ça dure pas longtemps. Voilà, il dit un mot sur ce qu'il pense des investissements. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous comprenons mieux l'évolution du changement climatique. Et si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. Certains processus ont été lancés et qui ne pourront pas être arrêtés. Donc nous devons agir. Et nous savons que les énergies fossiles sont l'une des raisons. Et je pense que nous devons changer notre mode de vie, ce qui est le plus difficile. Donc nous devons commencer par quelque chose de facile. Et en tant qu'organisation religieuse et en tant qu'Église, nous avons un devoir moral. Car nous devons faire preuve d'amour pour notre prochain. Dieu a créé ce monde. Et donc, comment pourrons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne faisons rien afin de préserver sa création? Comment pouvons-nous dire que nous aimons notre prochain et nous savons que notre prochain n'est pas seulement la personne qui est à côté de moi, comme nous l'enseigne Fratelli Tutti, mais ça peut être les gens en Afrique du Sud, en Indonésie, au Vietnam ou dans tout autre pays. Qui souffrent plus que les gens qui sont en Europe à cause de la crise climatique. Donc, nous devons émuler la fraternité et la sororité humaine. Nous devons le faire maintenant. Et cela commence avec des choses très simples. Et je pense que le désavertissement des énergies fossiles, comme plusieurs autres choses, doit être mené. C'est quelque chose de facile à faire et c'est un début. Et nous ne pouvons pas le faire sans mettre cela en œuvre nous-mêmes. Car si nous ne prêchons pas et nous montrons par exemple, personne ne nous croira parce qu'on nous pointera du doigt comme ceux qui auraient pu faire quelque chose mais n'ont rien fait. Je suis désolée pour la qualité qui n'était pas très bonne, mais je pense qu'on a compris l'idée voilà, du fait que finalement, dans tout le panel de ce qu'on peut faire sur les questions climatiques et environnementales, le désinvestissement, c'est finalement une des choses les plus simples. Et je termine par là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il en faudrait une au moins pour que je puisse basculer sur mon ordinateur. Oui, je peux parler très fort. Non, c'est une fausse vraie question. C'était juste pour savoir si, après avoir désinvesti, le cardinal Ulrich allait devenir le cardinal Pauvre. Pardon. Quand vous parlez de désinvestissement, est-ce que ça veut dire que faut réduire nos émissions dans nos différents domaines de vie, d'activité? Ou bien est-ce que ça veut dire vérifier que nos placements financiers ne participent pas à un investissement charbon? Charbon, nous sommes compris. Pardon, oui, c'est bien ça. C'est bien de l'argent qui est à la banque dont on parle, à la banque ou dans des fonds de
placements divers et variés. Voilà, à quoi contribue notre argent? Concrètement, quelquefois on fait des efforts incroyables dans notre vie quotidienne, sur nos courses, sur le chauffage, etc. Et puis pendant ce temps, l'argent qui dort tranquillement à la banque fait tout le contraire, démolit tout ce qu'on est en train de faire au jour le jour, sans même que nous nous en rendions compte. Et comme nous, on ne s'en rend pas compte, c'est pour ça qu'il faut en parler, et c'est pour ça qu'il faut demander les comptes à son banquier. Voilà, quel que soit... Il y a de fortes chances pour que, si on n'a rien dit, si on n'a rien demandé, il y a au moins une partie de fossiles dans l'épargne de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment l'action de notre argent dont il s'agit. D'autres questions? Allez Vincent, à toi. Je prends la suite. Bonjour à tous et à toutes. Moi je vais vous parler d'un sujet un peu différent puisqu'on va s'intéresser à l'agriculture qui fait également face à de nombreux enjeux environnementaux, à la fois des enjeux liés au carbone et au déstockage du carbone qui est dans les sols agricoles, mais également des problématiques de biodiversité, de pollution des sols, de pollution des eaux, etc. etc. Et c'est un peu toutes ces problématiques environnementales qui m'ont fait m'intéresser à l'agriculture il y a quelques années. Et avec mes 3 associés, on a décidé de créer Fermes en Vie, ou FEV, par son acronyme, qui a pour objectif d'accélérer la transition agroécologique. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, et puis voilà. Alors, je te fais signe quand je... Tu peux... tu peux... Super. Comme je le disais juste avant, l'agriculture fait face à de nombreux enjeux environnementaux, des problématiques donc, de déstockage de carbone, de perte de biodiversité, de pollution des sols, de pollution des eaux, d'érosion des sols également. Et ces problématiques, elles sont liées à la façon dont l'agriculture fonctionne aujourd'hui. Et donc, globalement, ce que je disais juste avant, c'est qu'on s'est intéressé à ce sujet-là avec un objectif qui est de changer la façon de produire. En parallèle de ça, il y a en France, on a aujourd'hui une problématique liée au renouvellement des générations, puisque 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et ce qui veut dire qu'il y a à peu près 400 000 fermes en France aujourd'hui, donc ça veut dire que 200 000 fermes vont être cédées dans les prochaines années. Au rythme actuel d'installation des porteurs de projets en agriculture, on a entre une ferme sur 3 et une ferme sur 2, selon les chiffres qu'on peut lire à gauche et à droite, qui ne vont pas trouver repreneur et qui vont donc soit partir à l'agrandissement, soit disparaître. Et ça s'explique par le fait qu'il y a un gros problème un des gros problèmes, c'est le financement de l'installation des porteurs de projets en agriculture. Juste pour vous donner quelques chiffres, une ferme moyenne, alors il y a des grandes disparités selon les typologies de fermes, mais une ferme moyenne en France, c'est 70 hectares. L'hectare moyen, là aussi, il y a beaucoup de différences selon les endroits, mais c'est 6 000 €. Donc si vous prenez une ferme moyenne, juste avec des terres, on arrive à 420 000 €, si mes calculs sont bons. Et si vous ajoutez 1 ou 2 bâtiments, vous allez arriver sur des montants qui sont de l'ordre de 600 700 000 € pour l'acquisition d'une ferme. Ce qui est difficile d'accès pour des jeunes qui vont s'installer et qui, en plus de ce foncier, ont besoin de financer du matériel, des équipements et éventuellement du cheptel pour les éleveurs. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'installation des personnes qui n'héritent pas des terres de leurs parents, ce qui est aujourd'hui la majorité des personnes qui s'installent, puisque plus de 60% des personnes qui s'installent en agriculture aujourd'hui le font hors cadre familial, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas des parents qui sont agriculteurs et qui vont s'installer en agriculture. Et cette installation, elle est compliquée. Donc,
en fait, on s'est dit, en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire pour changer la manière de produire, on allait profiter de cette conjoncture et de ce changement de génération pour essayer d'aider les porteurs de projets qui ont des projets agroécologiques et qui souhaitent s'impliquer sur une manière un peu plus vertueuse de produire notre alimentation. Et donc, c'était un peu notre vision de départ, qui était de dire on va profiter en fait de ce renouvellement de génération pour essayer, ferme par ferme, de changer la manière dont notre nourriture est produite. Et pour ce faire, slide suivant s'il te plaît. Pour ce faire, on a décidé de créer une foncière qui va acheter des fermes pour les louer à des porteurs de projets qui ont des projets agroécologiques. Parce que ces porteurs de projets, souvent, ont l'ambition et la volonté de devenir propriétaires de leurs terres au bout d'un certain temps, s'ils en ont la capacité financière. On a décidé également de leur donner une option d'achat pour qu'ils puissent devenir propriétaires de ces terres au bout d'un certain temps. Et donc je parle d'agroécologie depuis tout à l'heure. En fait, il y a autant de personnes qui parlent d'agroécologie que de définition de l'agroécologie. On n'a pas trouvé de définition qui nous convenait bien. Donc on a, nous aussi, créé notre définition, ou plutôt créé une charte, dont j'ai mis quelques éléments sur ce slide, charte dont on demande à chacun des porteurs de projets qui vont bénéficier du financement de la foncière de s'engager. Et cette charte, elle définit globalement la manière dont on souhaite que la production soit faite. Si je retiens quelques éléments, on demande à ce que cette agriculture soit une agriculture biologique. On demande à ce que un effort soit fait sur la préservation des sols. Et on demande également à ce qu'il y ait une diversification importante des productions sur une exploitation donnée, parce qu'on est convaincu que cette diversification elle est importante à la fois pour des aspects agronomiques, écologiques, mais également économiques. Fermes en Vie, c'est une société qui est relativement jeune. Je vous ai dit qu'on a créé l'entreprise en septembre 2020. On a permis l'installation de deux premiers projets. Donc, on a financé 2 fermes en 2021. Notre objectif, c'est de permettre l'installation de 10 à 15 projets en 2022. Donc là, on en a déjà financé un premier en début d'année. On a signé 2 compromis. On travaille sur pas mal d'autres projets. Et l'ambition à horizon 3-4 ans, c'est de permettre l'installation d'une centaine de fermes par an. Alors ça peut paraître beaucoup pour une petite entreprise comme nous, mais c'est encore trop peu par rapport au nombre de fermes qui se transmettent chaque année. Et on pense que ces objectifs sont atteignables. Alors, juste un petit mot sur les externalités positives. Externalités positives, c'est un peu jargonneux, mais globalement, c'est les impacts positifs de cette façon de produire. Ils sont divers et variés. On a beaucoup parlé du carbone tout à l'heure avec le désinvestissement dans les fossiles. L'agriculture a aussi un impact important sur le réchauffement climatique. Et la façon de produire permet de diminuer cet impact, voire même de stocker du carbone dans les sols. Et donc, c'est pour ça qu'on pousse certaines pratiques qui nous semblent importantes sur ce sujet-là. Mais il y a d'autres externalités positives à la fois sur la biodiversité, sur l'usage des ressources en eau, en particulier, qui sont directement liées à la façon de produire et donc à la charte qu'on a définie. Alors, je vais juste parler concrètement ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est de permettre l'acquisition de fermes comme celle qu'on voit sur ce slide-là, qui était notre premier investissement. C'est une ferme dans les Deux-Sèvres
d'une 50aine d'hectares avec des terres, des bâtiments. Pour le coup, ceux-là sont assez jolis, ils ne sont pas toujours aussi jolis. Et on investit dans tout type de ferme, tant que le projet qui est prévu sur cette ferme est agroécologique. Que ce soit des fermes qui développent de la culture, des cultures végétales ou des cultures animales. Et on investit dans des fermes qui sont partout en France. On a plutôt commencé par le Grand Sud-Ouest parce que l'entreprise est basée à Bordeaux et que c'est plus facile de rayonner dans le coin parce qu'on va visiter forcément toutes les fermes plusieurs fois avant d'investir dedans. Mais on regarde des projets qui sont en dehors du Grand Sud-Ouest et un petit peu partout en France. Là, j'ai fait un petit schéma qui paraît peut-être un petit peu compliqué, comme ça. Et les couleurs ne sortent pas très bien. Mais globalement, donc, les gens qui veulent investir dans la foncière et donc dans du foncier agricole sont tout en haut à droite sur le schéma et investissent dans une structure, donc la foncière qui s'appelle l'EFEV, qui va investir dans une SCI sur chacun des projets. Ces SCI sont également financées de manière minoritaire par les porteurs de projets qui s'installent parce qu'on considère que c'est important qu'ils s'engagent également un petit peu financièrement sur leur projet. Et cette foncière, elle est gérée par Fermes Envie, qui est donc notre entreprise, qui gère cette foncière et qui met en place les projets avec les porteurs de projets. Et donc il y a un organe qui est un conseil de surveillance qui s'occupe de contrôler la gestion de la foncière par Fermes Envie. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les investisseurs qui investissent dans cette foncière sont principalement des particuliers. On a également quelques personnes morales qui investissent dans la foncière, mais aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 3 millions d'euros et on a avec à peu près 200 actionnaires qui sont quasi essentiellement des particuliers. Et ces particuliers, ils investissent pour 3 raisons dans la foncière. La première, c'est de donner du sens à son épargne, parce qu'elle est directement utilisée pour permettre l'installation de porteurs de projets en agroécologie, comme je viens de l'expliquer. La deuxième, c'est de diversifier son patrimoine, parce que ça permet d'avoir un accès à du foncier agricole, qui est un actif qui historiquement est assez peu volatile et a pris un petit peu de valeur chaque année. Et la dernière raison, c'est qu'on a conçu la foncière de manière à ce qu'elle puisse donner droit à 25% de réduction d'impôt sur le montant qui est investi pour les particuliers. Souvent, on fait souvent la comparaison avec des SCPI parce que finalement, ce qu'on propose aux investisseurs, c'est d'investir de façon mutualisée dans différentes fermes. Donc ça ressemble pas mal à ce que, même si la structure juridique est différente, ça ressemble beaucoup à une SCPI et il y a pas mal de gens qui nous font cette comparaison. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne comparaison pour comprendre un petit peu ce qu'on fait. Et donc je vais finir par cette diapo. Pourquoi investir dans FEV ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est d'abord un placement qui a du sens et qui permet de diversifier son patrimoine et qui permet d'avoir accès à du foncier grâce à un tiers de confiance qui est joué par nous-mêmes, puisque FEV s'occupe à la fois de trouver, d'identifier et de valider les porteurs de projets qui s'engagent sur ces projets-là. Et donc on a un rôle de valider, on a pour rôle de valider à la fois la viabilité économique des projets et l'engagement agroécologique qui nous est cher. Et on a également un rôle dans le choix et des fermes et le bon prix payé sur ces fermes, puisque les investisseurs finalement prennent un risque sur la valorisation de ces fermes-là. Et donc ils peuvent le faire grâce à nous et grâce aux connaissances qu'on a dans les équipes, en limitant leurs risques sur la valorisation de ces fermes-là
qui sont étudiés, analysés, estimés par nos équipes. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc cette fois-ci, c'est pas un jeu de mots pourri. Merci Vincent. Une question, il se trouve que moi j'ai changé de banque il y a quelques temps déjà, parce que justement je voulais que le peu d'argent que j'avais sur mon compte courant puisse servir à financer des choses plus intéressantes que le carbone. Et donc je suis au Crédit Coopératif, je vais faire de la pub, c'est pas grave. J'ai pas d'action chez eux, mais je suis chez eux. Et quand je suis allé chez eux, ils m'ont demandé où je voulais placer mon argent, justement. Et est-ce que vous avez pu créer un partenariat avec des banques, justement, pour pouvoir proposer plus largement au grand public d'investir chez vous, en fait? Alors non, aujourd'hui on n'a pas d'accord ou de partenariat avec des banques, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, les gens qui veulent investir nous trouvent sur Internet ou entendent parler de nous parce qu'on fait un petit peu de relations presse, donc voilà. Mais on n'a pas encore de partenariat de ce type-là. Si tu connais des gens bien placés dans les banques, ça peut m'intéresser, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et aujourd'hui les gens nous trouvent plutôt sur Internet ou entendent parler de nous à gauche à droite, et l'investissement se fait directement sur notre site de façon assez simple. Ça prend 5 minutes et voilà. Pas entendu. Je voulais savoir si un investisseur il peut choisir le projet sur lequel il investit, ou c'est un pot commun et puis finalement il ne sait pas un peu s'il achète des poules ou des canards ou des fèves. Alors, non, lorsqu'on investit dans la foncière, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que la foncière, elle va investir de manière mutualisée dans tous les projets. Après, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la diapo sur laquelle je présentais la structure des investissements, la foncière, elle investit dans des SCI qui permettent le financement de chacun des projets. Ces SCI, elles sont financées par les porteurs de projets en partie. Comme je disais, on leur demande d'investir 2,5% du montant dans ces SCI. Et on laisse la possibilité à certains investisseurs d'investir directement dans les SCI au cas par cas, principalement pour 2 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est quand la famille ou des amis des porteurs de projets en question souhaitent investir directement dans ce projet particulier. Le deuxième cas d'usage, c'est on a certains investisseurs qui veulent absolument investir dans un département ou dans une ferme donnée. Et donc on laisse la possibilité d'investir en direct dans ces SCI. En revanche, ce qu'on ne veut pas faire, parce que sinon ça deviendrait trop compliqué à gérer si on commence à avoir beaucoup de projets, c'est d'avoir une multiplicité d'investisseurs dans chacune des SCI. Donc on laisse l'investissement possible dans ces SCI pour des montants assez importants, de quelques dizaines de milliers d'euros. Mais sinon, les investissements plus petits se font dans la foncière, où là, on investit de manière mutualisée dans tous les projets. Ouais. Moi, je vais poser une question naïve, parce que je n'ai rien compris au financement. Mais un investisseur, il gagne quoi dans le coup? Actuellement, il y a 2 fermes ou 3 fermes. Elles vont être payées par les gens dans 10 ans ou 15 ans. Et d'ici là, qu'est-ce que l'investisseur gagne?
Alors les fermes, elles sont louées. Donc c'est comme quand... Enfin, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites quand vous faites un investissement dans de l'immobilier. C'est-à-dire que vous achetez de l'immobilier, globalement, vous avez la rentabilité, elle vient de deux choses. Elle vient des loyers qui sont payés par la personne qui loue votre appartement. Là, c'est pareil avec les agriculteurs qui louent les fermes. Et ensuite, vous avez un autre bout de la rentabilité qui peut provenir d'une éventuelle réévaluation du prix de l'actif que vous avez acheté. Donc un appartement dans l'immobilier ou là, une ferme. Et ça fonctionne vraiment de la même façon. À la différence près que les rendements sont pas vraiment les mêmes. C'est-à-dire que dans l'agricole, les loyers qui sont payés sur les fermes sont relativement faibles quand on compare ça à l'immobilier classique. Donc le retour sur investissement dans ce type d'investissement va être plus faible que celui que vous pourriez avoir dans l'immobilier. On parle en rendement locatif, donc juste sur les loyers qui sont payés. On est plutôt, si j'enlève tous les coûts, si je regarde le rendement locatif net, on est plutôt aux alentours de 1,5% par an, alors que dans l'immobilier classique, dans un appartement, vous pourriez avoir du 3, 4, 5%. Voilà. Donc c'est un peu plus faible. Et donc c'est pour ça que les gens qui investissent là-dedans ne le font pas que pour la rentabilité. Malgré tout, la réduction d'impôt de 25% qui est donnée d'un coup au démarrage permet d'augmenter sensiblement la rentabilité obtenue par les investisseurs. Il n'y a pas de répartition en fonction du compte d'exploitation ou des résultats de la ferme. Les gens ne sont pas intéressés, sont-ils intéressés aux résultats de la ferme? Alors non, ça c'était vraiment un choix qu'on a fait au démarrage. On voulait pas, en fait, on voulait pas à la fois parce que on pourrait investir dans une société d'exploitation et donc faire en sorte que les investisseurs prennent un risque sur le résultat d'exploitation de la personne qui exerce son activité sur la ferme et récupère une partie du bénéfice si par hasard il y en a eu. Et on se disait en fait on a fait le choix de partir sur un truc plus simple qui était d'un investissement que dans le foncier. Et les agriculteurs qui s'installent sur ces fermes-là, ils ont leur société d'exploitation qui est donc locataire de ces fermes et qui a son résultat et qui est complètement indépendant du loyer qui est payé. Le loyer, c'est un loyer qui est fixe. Et d'ailleurs, les loyers dans l'agriculture sont fixés par des arrêtés départementaux, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ce qui est pas plus mal, parce que ça permet de protéger les agriculteurs. Mais donc là, il n'y a pas du tout ni de risque qui est pris sur l'exploitation, ni de retour sur investissement par rapport à ce qu'ils font. Merci, on passe à Laurent. Merci. Bonsoir. Alors j'ai la rude tâche d'essayer de contextualiser, mais je suis ravi que Vincent ait parlé avant moi, puisque finalement il constitue une magnifique illustration de ce que je vais commencer par essayer de vous raconter, avant d'en donner une deuxième qui est l'illustration de la CEDI, qui est la société qui m'emploie, donc je la connais un petit peu et je peux en parler. Dans son introduction, Laura nous faisait un excellent rappel de tout ce que la finance peut contribuer on peut même dire à démolir, et de toutes les questions complexes, parfois, avec heureusement des atterrissages structurants et simplifiés, comme désinvestir du carbone, mais de toutes les questions complexes dans lesquelles, si on souhaite vraiment mettre son argent en accord avec ses convictions, auxquelles on se confronte lorsqu'on souhaite placer son argent. La finance solidaire, qui est quelque chose d'assez structuré en France, qui a été née il y a environ 40 ans, elle est partie du chemin inverse. Elle est partie du chemin inverse qui consistait non pas à se dire comment est-ce que je peux essayer de faire un peu moins mal, en me posant des questions parfois ardues. Elle est partie du constat comment est-ce que je peux donner du sens à mon épargne pour financer des projets utiles. Autrement dit, l'idée n'est pas de retirer mon argent des choses qui sont pas bien, mais l'idée c'est de le placer activement
dans des projets qui contribuent au développement de toute la société. C'est ça la naissance de la finance solidaire en France. Et c'est tout simplement un écosystème qui s'est développé depuis une quarantaine d'années, avec y compris l'aide d'un collectif, qui est le collectif FAIR, que je représente aussi. On a réussi à obtenir des avancées avec les pouvoirs publics, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et tout simplement, cet écosystème, c'est l'écosystème qui va chercher à relier tous les gens qui, en France, les épargnants, y compris les personnes physiques comme vous et moi, souhaitent donner du sens à leur épargne, à des projets. Comment on les trouve, comment on les finance. Et cette finance solidaire, elle est guidée par deux principes fondateurs en France, fondamentaux, qui sont, encore une fois, qui ont été très bien illustrés par Vincent. C'est le principe de solidarité et le principe de transparence. La transparence consiste à dire ce qu'on fait et à faire ce qu'on dit. Voilà, ça c'est assez facile. Je pense que vous ne cachez pas la moitié des fermes que vous financez. Vous devez publier l'intégralité de ce que vous faites avec votre argent pour vérifier que la promesse corresponde à la réalité. Et puis la solidarité, c'est très important. Dans la finance solidaire en France, la solidarité, elle s'entend au sens de l'épargnant. C'est-à-dire que l'épargnant, en conscience et en transparence, comprend, admet et accepte qu'il va faire un effort avec son épargne, soit en risquant un petit peu plus, soit en gagnant un petit peu moins. Ce que tu as, je trouve, très très bien illustré avec l'idée que quand on vient chez toi, on vient pour un projet de société et qu'on va peut-être gagner 0,5% ou un demi-point de pourcent de moins que si on était allé financer Bouygues à Dubaï. Mais oui, il y a un pendant, c'est-à-dire qu'on fait pas, on n'a pas rien sans rien, on n'a rien sans rien. Donc la finance solidaire en France, elle est guidée par ces deux principes fondamentaux, la solidarité de l'épargnant, qui accepte, qui comprend, qu'il fait cet effort, et puis la transparence, c'est-à-dire je sais précisément dans quel circuit s'engage mon argent et à quel résultat cela va aboutir. Alors une fois qu'on a dit qu'on voulait contribuer à des projets utiles pour la société, là encore, je ne vais pas tout détailler, c'est très bien expliqué sur la diapo, collectivement, les myriades de porteurs de projets ont fini par faire émerger 5 grands champs. Alors il y a le champ autre que je détaillerai encore moins, mais 4 grands champs pour simplifier, très actifs en France de mise en œuvre de projets solidaires grâce à cette épargne différente. La lutte contre l'exclusion, avec le logement très social, l'insertion professionnelle. Vous avez par exemple les jardins de Cocagne qui remettent à l'emploi des gens qui sont en rupture de l'emploi par des structures de maraîchage dans lesquelles il y a des accompagnateurs sociaux qui vont... en fait, quand quelqu'un est en rupture de l'emploi depuis plusieurs années, pour des raisons parfois de vie très difficiles, ils ne sont même plus accessibles à des emplois normaux. On doit réapprendre à avoir des horaires, à avoir des chefs, à avoir des responsabilités, et les jardins de Cocagne sont une des myriades d'illustrations de ce en quoi on peut, grâce à l'épargne solidaire en l'occurrence, proposer à ces gens-là des parcours professionnels qui vont les remettre à l'étrier. Logement très social, je ne sais pas s'il y en a à Marseille, Habitat Humanisme en constitue un exemple assez connu, c'est-à-dire que même les HLM, pour des raisons identiques à celles des gens qui sont en rupture de l'emploi depuis de nombreuses années, les HLM ne sont, pour autant qu'ils soient sympathiques, ne sont pas adaptés à des populations qui sont très en rupture. Et donc, grâce à de l'accompagnement, grâce à des loyers adaptés, on va pouvoir remettre des gens dans des logements corrects. Je commence déjà à parler trop, alors je vais avancer. Il y a l'action sanitaire et sociale qui constitue un deuxième grand champ de l'épargne de la finance solidaire en France, avec la prise en charge des handicapés, des personnes âgées, etc. Les activités écologiques, alors là, je n'ai pas besoin de détailler plus, on en a une très belle illustration, mais il y a aussi des projets de fourniture et de production d'énergie renouvelable en France qui se financent grâce à l'épargne solidaire. Et l'entrepreneuriat dans les pays en développement, que je développerai juste après avec l'exemple de la CIDI. Et ce que je voulais aussi ajouter sur cette petite slide avant de passer à la suivante, c'est que bien souvent, je vois marqué de l'autre côté tout est lié, bien souvent les projets répondent à plusieurs de ces étiquettes-là. Alors on peut passer à la suivante. Là encore, je ne vais pas me fatiguer à vous lire des chiffres que si vous déchiffrez bien, vous arrivez à lire. La finance solidaire en France, ce que je voulais faire, partager quelques constats avec vous. D'une part, elle peut paraître petite. C'est un peu plus de 20 milliards d'euros d'encours, c'est marqué tout en bas à gauche, pas très clair. Un peu plus de 20 milliards d'euros d'encours fin 2020, ce qui représente quelque chose, mais ce qui représente, je crois, 0,3% de l'épargne financière des Français. Donc c'est petit. Cette épargne, elle est petite, elle est grande par ses ambitions, et elle est grande aussi, c'est l'autre côté de la chaîne, par les projets concrets
qu'elle permet de mettre en œuvre. Au fond, l'épargne solidaire, elle n'existe que parce qu'elle s'incarne dans une série de projets concrets, ceux de FEV et ceux des autres. Hop, on va passer, parce que ça, vous le trouverez ailleurs, j'ai pas besoin de l'expliquer. Alors, comment épargner solidaire? Je voulais quand même préciser aussi ça, puisqu'encore une fois, ça s'est assez structuré en France. Il y a 3 grands guichets pour rentrer dans la finance solidaire avec son épargne. Déjà, on peut tout simplement aller voir des entreprises solidaires elles-mêmes, en direct. On s'adresse à elles, on leur demande un bulletin de souscription et on rentre dans une relation bilatérale dans laquelle on va financer le projet en direct. Ça, c'est une méthode tout à fait simple. Encore faut-il réussir à faire la connexion entre les épargnants et les projets. Pour ceux qui ne veulent pas faire la connexion avec les épargnants et les projets, mais qui veulent que passer par leur banque, il existe aussi toute une série de produits qui sont proposés par les banques ou les sociétés d'assurance qui sont considérés comme de l'épargne, qui sont de l'épargne solidaire et qui, elles, ont cet avantage de collectiviser un petit peu les affaires et de les proposer, surtout de les proposer aux épargnants là où les épargnants épargnent, c'est-à-dire dans les établissements financiers. Et puis il y a un dernier secteur qui s'est développé plus tardivement, mais qui est extrêmement dynamique, c'est le secteur de l'épargne salariale. Quand je vous disais que le mouvement s'est structuré en France, c'est tout à fait vrai. Il y a une loi, on a gagné une loi avec, c'est la loi Fabius de 2001, c'est l'effort collectif des membres qui a payé au bout de plusieurs années. Et cette loi Fabius, elle dit la chose suivante. Ça a l'air tout bête, mais croyez bien que dans l'écosystème, ça a changé énormément de choses. La loi Fabius dit, toute entreprise française qui propose un dispositif d'épargne salariale, donc c'est les PERCO, je les connaissais même pas par cœur, les PE ou les PERCO, voilà, toute entreprise qui propose de l'épargne salariale à ses salariés doit proposer un produit d'épargne salariale solidaire. Encore une fois, on parle bien d'un choix conscient de l'épargnant, donc il ne s'agit pas d'obliger l'épargnant à l'acheter ce produit. Il s'agit simplement que l'entreprise elle est obligée d'en proposer un ou plusieurs. Et par le biais de cette captation d'épargne salariale, alors il y a des seuils légaux sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais quand on investit via son épargne salariale solidaire, 10% de son épargne va financer directement des projets solidaires, comme j'espère bientôt FEV et plein d'autres. Donc il y a bien 3 grands guichets qui sont au fond les 3 grands guichets auxquels on s'adresse dans l'épargne classique pour placer son argent. Je vais... Ah non, il fallait revenir avant. Pardon, je n'étais pas passé encore. Il faut celle d'avant. Comment épargner solidaire? Voilà, il n'y en a plus qu'une. C'est celle avec le label. Vas-y. Non, il faut avancer. Non, mais il y en a une qui manque. Je vais le dire alors, elle remet sur CD et puis je vais le dire. Je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas, oui, elle est bloquée. Non, je voulais simplement mentionner un label, puisque dans cette structuration-là, l'association FAIR, qui avant s'appelait Finansol, jusque l'an dernier, avait créé en 1997, si je ne m'abuse, un label. Un des grands ferments de la croissance de l'épargne solidaire, on le pensait à l'époque, je dis on, j'étais pas bien vieux en 1997. J'étais en tout cas pas là, a décidé de la création d'un label, qui est un label décerné de manière indépendante. Donc le comité du label, nous l'association, on n'a rien le droit de dire sur la manière dont il fonctionne et les membres qu'il se nomme. Et ce label va garantir ce que je vous disais auparavant, essentiellement la solidarité du produit financier que vous prétendez acheter et la transparence de ce produit. Voilà, je voulais simplement mentionner ce label Finansol, même s'il n'apparaît pas à l'écran. Alors maintenant, je passe à un deuxième exemple, qui est l'exemple de la CIDI, la société filiale du CCFD Terre Solidaire qui m'emploie. La CIDI est une des pionnières en fait, de cette fameuse finance solidaire en France, puisqu'elle a été créée en 1983, exactement dans ce mouvement dont je vous parlais, de prise de conscience du rôle de l'argent dans notre société et du fait que peut-être il pouvait être possible d'en capter une partie via l'épargne pour financer des projets utiles à la société. Et la CIDI, donc CIDI ça veut dire Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, est donc une société d'investissement qui a été créée par une ONG de développement, c'est pas banal, spécifiquement pour prolonger son action dans le domaine économique et en l'occurrence appuyer la structuration, la pérennisation, le développement d'institutions de microfinance, pardon, je jargonne tout de suite déjà un petit peu, c'est-à-dire d'institutions dans les pays du Sud qui vont proposer des services d'épargne et de crédit adaptés aux populations qui, faute de garantie ou de ressources, n'ont pas accès aux banques, n'ont pas accès aux établissements classiques, et donc qui ont des projets et souhaitent développer leurs projets économiques, souvent parce qu'ils n'ont pas non plus accès à l'emploi salarié, soit dit en passant,
Et contraints et forcés parfois, ils doivent développer leur projet économique, et quand ils n'ont pas de banque pour le faire, c'est très compliqué. Donc les institutions de microfinance visent à répondre à ce besoin. Et la CIDI, elle va également participer à la structuration des filières agricoles, par le biais de l'appui à des organisations paysannes. Et de la même manière que Vincent nous l'expliquait, l'imbrication entre le financement et la finalité du projet, la CIDI est elle aussi un acteur tout entier modelé par ses ressources solidaires. Ce que nous faisons, nous ne le faisons que, et uniquement que, grâce au fait que nous avons en France quelques milliers d'épargnants qui ont bien voulu nous confier une partie de leurs ressources pour mettre en œuvre ce projet. Alors j'en donnerai un exemple, je ne donnerai pas l'autre. Merci, je donnerai un exemple parce que je parle déjà beaucoup, trop. Copacama. Copacama est une coopérative agricole de caféiculteurs qui travaille au nord du Rwanda. Alors cette coopérative, elle est assez exemplaire parce que d'une part, elle est labellisée bio et équitable. Alors le bio et l'équitable, ça a deux avantages. Ça a l'avantage de payer mieux le paysan, d'avoir un contrat et de savoir un peu mieux ce qu'on va gagner en début de cycle. C'est un deuxième avantage, c'est qu'il y a toute une réflexion dans les labels bio et équitable. Bio, c'est évident, équitable, on le sait moins, sur la pérennisation de l'écosystème local et de la défense en fait, de la biodiversité, etc. Donc c'est une organisation d'à peu près 1000 producteurs qui dispose aussi de pratiques agroécologiques telles que le recyclage de l'eau utilisée pour laver les cerises. Ils ont des pépinières pour proposer des plans adaptés aux paysans. Et ça, ce sera un enjeu dans le changement climatique très fort pour les années à venir. C'est que le changement est tel, et il est déjà à l'œuvre largement dans ces pays-là, dans plusieurs de nos pays d'intervention, il va falloir trouver des essences adaptées pour continuer de produire avec un changement galopant. Donc avoir des organisations paysannes qui ont cette réflexion, qui ont des ateliers d'agronomie pour essayer de trouver les bons plans pour les paysans, c'est extrêmement important. Et puis je voulais souligner une dernière, il y en a plein d'autres, je ne détaillerai pas, mais une dernière particularité que je trouve étonnante de cette coopérative Copacama, c'est qu'ils ont un champ collectif, donc qui appartient à la coopérative, et qui est un champ qui est spécifiquement dédié aux femmes du secteur, qui sont soit des veuves des victimes du génocide, soit des femmes de bourreaux. Alors c'est pas rien, quand on cherche à pratiquer le vivre ensemble, dans une coopérative implantée dans son milieu, c'est pas rien de se retrouver entre femmes pour entreprendre un projet collectif avec des gens qui étaient, il y a 30 ans, je n'ai pas de mot, nos ennemis, bon, ils me pardonneront si c'est pas le bon mot. Et puis en plus, le projet a quand même une finalité économique, ça leur permet d'avoir un peu de quoi vivre et faire vivre leur famille. Donc une entreprise intéressante, et toute labellisée qu'elle soit, toute vendeuse d'un café de qualité apprécié sur les marchés internationaux qu'elle soit, Copacama, elle était confrontée à un problème tout bête, c'est le problème du manque de trésorerie pour payer les paysans dès la récolte. Lorsque les paysans doivent faire face à leurs dépenses quotidiennes, mais que la coopérative, certes, va vous payer, mais dans 3 mois, comment on fait ? Comment on fait, je vous le dis. On détourne une partie de la production qui était initialement prévue pour la coopérative, c'est-à-dire ma coopérative, on en détourne une partie et on la vend à un marchand ambulant, qui évidemment est là pour nous arnaquer, mais qui nous arnaque en payant cash. Tout le monde le sait, ça me permet de vivre, mais j'ai vendu à perte. C'est déjà un peu grave pour moi, j'ai vendu à perte, c'est beaucoup plus grave pour la coopérative quand ça finit par déstructurer un circuit de commercialisation. Et donc la CIDI, elle intervient auprès de Copacama en faisant des cycles de campagnes de prêts pour financer ces campagnes de café. Donc on va prêter quelques centaines de milliers de dollars sur quelques mois, le temps, donc au bon moment, c'est ça qui est très important, pour que les paysans soient payés, et nous on sera remboursés, nous CIDI, lorsque le café sera enfin exporté et payé. Donc voilà, on intervient dans des interstices de l'économie locale dans lesquels, faute de mieux, c'est nous qui le faisons. C'est pas notre objet de société que de se substituer aux banques. Nous, notre projet de société idéale, c'est de pas exister. Mais les banques ne le font pas. On trouve là matière à développer un circuit économique viable et vertueux qui, sans cela, pourrait se retrouver déstructuré. C'est aller un peu plus loin avec Copacama, puisqu'on a aussi cofinancé un petit bout d'usine. Ils ont plein de projets, et je ne sais pas si vous connaissez toutes les étapes du café, moi je les connais un peu maintenant, il y en a 36 000. Il y a une étape qui est essentielle à laquelle on ne peut pas exporter, c'est le déparchage. Il faut enlever la petite pellicule finale
Vous savez, celles qui nous embêtent sur les cacahuètes, là c'est la même chose. Il faut les enlever. Et avant, cette coopérative, elle devait louer du temps d'usine à Kigali pour faire déparcher ces cerises avant de récupérer les cerises pour les exporter. Ils se sont payés une usine avec un cofinancement de la CIDI, sans quoi ils n'auraient pas pu démarrer les travaux. Et cette usine, du coup, leur permet de générer des revenus supplémentaires, puisque non seulement ils n'ont plus à payer et les camions et l'usine à Kigali, avec des problématiques que quand on loue une usine, on ne la loue pas forcément au bon moment. Si on n'a pas pensé à réserver son créneau comme chez l'ophtalmo, c'est parfois un peu compliqué. Et en plus de ça, cette usine elle a des capacités de déparchage qui sont bien supérieures à celles dont Copacama a besoin. Et donc Copacama loue les services à toutes les autres coopératives de la région. Mais ce qui est très bon pour tout le monde, les autres coopératives sont ravies elles aussi, puisque ça fait moins de camions, moins de temps, plus de jeux et moins d'argent. Donc ça, on l'a aussi financé. Voilà le type de projet, si vous voulez, que la CIDI peut être capable de mettre en œuvre grâce à l'épargne collectée auprès de nos chers actionnaires. Je ne passerai pas le deuxième parce que j'ai plus le temps, mais c'est très intéressant, donc si vous avez des questions, je le ferai, je le dirai. Et on arrive au double métier. Donc voilà, ça c'était une illustration toute bête de notre métier de financeur. En réalité, c'est bien, grâce à nos 34 millions d'euros de capital apportés par à peu près 2000 actionnaires, c'est ce que nous sommes en situation d'être capables de pouvoir mettre en œuvre. Des prêts pour les campagnes, des prêts à l'équipement comme avec l'usine, des participations au capital. La CIDI essaye toujours de participer au capital quand c'est juridiquement possible, parce que c'est le gage le plus sûr d'être pas cher, puisque tant qu'une entreprise ne dégage pas de bénéfices, elle ne paye pas les actionnaires. Et nous, on n'est pas un actionnaire arc-bouté sur l'obtention de bénéfices. On est là pour être patient et accompagner la croissance de la structure. Quand on ne peut pas, on fait des prêts. Voilà. Un métier que j'ai un peu moins développé, mais qui est tout à fait complémentaire du premier, et je pense qu'on le retrouve chez à peu près tous les acteurs de la finance solidaire, et je pense bien entendu chez toi aussi, avec l'accompagnement des porteurs de projets, c'est de fournir un accompagnement. Le bon financement au bon moment et au bon tarif, c'est déjà essentiel, mais fournir de l'appui technique à des structures qui en ont d'autant plus besoin qu'elles ne sont pas toujours viables, donc rentables, et qu'elles auraient donc difficulté à se payer de l'accompagnement technique. Nous, on fournit, encore une fois, grâce à l'épargne solidaire collectée en France, on fournit un accompagnement technique gratuit. Donc l'accès au marché, on va mettre en relation les coopératives qu'on finance avec les grands importateurs du bio en Europe, par exemple. Pour prendre un autre exemple, nous allons participer à mettre en œuvre des outils de mesure de leur performance sociale, par exemple. C'est-à-dire comment est-ce que ces structures que nous appuyons peuvent s'outiller pour comprendre le service qu'elles apportent à leurs clients et à leurs bénéficiaires, le mesurer et s'améliorer au fur et à mesure du temps, et ainsi de suite. Je passe parce que, pas forcément, on en parlera dans les questions. Donc voilà, quelques chiffres, qu'aujourd'hui, au bout de près de 40 ans d'existence, on a, j'aurais pu mettre le chiffre 2021, mais ils ne sont pas tous stabilisés, mais on a près de 34 millions d'euros de capital apporté par un peu plus de 2000 actionnaires, et ça nous permet de mettre en œuvre notre métier auprès de 36 pays. Et nous avons aujourd'hui un peu plus de 100 partenaires locaux, beaucoup en Afrique, un peu dans le monde andin, en Europe de l'Est et puis en Haïti. Et en termes d'appui annuel, ça a représenté l'an dernier, grosso modo, à peu près la même chose, un peu plus de 2000 jours d'appui fournis à nos partenaires. Et nous avons financé pour à peu près 8 millions d'euros de structures l'an dernier, donc sur une année. Et tout ça pour évidemment un bénéfice cumulé dont je ne peux sûrement pas me gargariser, puisque c'est bien entendu les structures locales d'abord qui apportent ce service. Nous on vient en second temps bien sûr, donc c'est pas la CIDI seule qui est responsable de ça, mais in fine, ces 2000 actionnaires, ils touchent 7,1 millions de bénéficiaires locaux, clients des institutions de microcrédit, épargnants et ou petits producteurs. Et on passe à la dernière, j'espère que j'ai encore 2 minutes pour l'avant-dernière, pardon. Voilà, donc ça c'est simplement ce qu'on a fini par rappeler la chaîne de solidarité financière, c'est-à-dire la mécanique qui relie nos épargnants et nos actionnaires au projet. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien que tout ce que fait la CIDI est modelé par ces sources solidaires. C'est-à-dire c'est pas par plaisir ou par hubris ou parce qu'on est meilleur que les autres que nous faisons ce que nous faisons. Encore que je crois fermement que mes collègues font un excellent travail, qui sont pétris
de cette dimension de solidarité, d'efficacité, de promouvoir une économie plus inclusive et plus durable. Mais il faut bien voir que c'est pas cette réflexion qui nous paye, c'est nos salaires, et que c'est bien en l'occurrence nos parties prenantes qui rendent tout ça possible. C'est-à-dire que nos actionnaires à la CIDI, alors la question vous ne me la poserez pas, nos actionnaires à la CIDI, c'est extrêmement simple. Ils refusent de se verser le moindre dividende depuis 40 ans. Ils le refusent. Donc ils estiment que si la CIDI fait des bénéfices, et elle en fait, je vous rassure, quasiment tous les ans, tous ces bénéfices sont réinvestis dans l'activité. Donc nous avons des actionnaires qui sont patients parce qu'ils restent longtemps au capital, c'est je crois 12 ou 13 ans qu'ils restent en moyenne, mais il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Patients et solidaires par le fait qu'ils se refusent ce dividende. Mais attention, je m'arrête tout de suite, est-ce qu'ils refusent vraiment tout dividende? Pas du tout. En réalité, ils refusent tout dividende financier. Mais nos actionnaires ne sont pas des doux rêveurs, pas tous, il y en a. Ce sont des gens qui exercent leurs responsabilités comme dans toute entreprise. Et dans la mesure où ils refusent de se verser le moindre dividende financier, croyez bien qu'ils sont d'autant plus regardants sur ce que certains d'entre eux appellent le dividende moral. Dans la mesure où j'ai mis mon argent en risque dans la CIDI, en risque. Et la CIDI ne prend pas des risques inconsidérés. Mais nos actionnaires nous disent, soyez capables d'investir en monnaie locale, soyez capables d'intervenir dans des zones en crise. On est présent dans le Kivu depuis 2004. On est présent en Haïti, on est présent en Palestine, on est présent dans le Sahel, avec beaucoup de difficultés en ce moment pour y intervenir, alors que même que la sécurité physique de nos personnels n'est plus garantie. Donc nos actionnaires nous disent, voilà, est-ce que vous prenez bien les risques que vous êtes susceptibles de prendre, puisque moi j'ai mis mon capital en risque dans votre entreprise? Est-ce que vous prétendez bien aider les personnes que vous nous avez expliqué que vous aideriez, c'est-à-dire les petits paysans, petits commerçants, petits artisans? Comment travailler, etc., etc. Autrement dit, on est bien dans une économie qui fonctionne avec les mêmes mécaniques, les mêmes leviers, les mêmes métiers, mais à rebours de l'économie classique dans laquelle je demande un rendement. Cette économie solidaire, elle exige un retour à une plus-value sociétale, si je puis dire. Et c'est bien tout ce qui modèle l'activité de la CIDI depuis 40 ans et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, moi qui suis responsable des relations actionnaires, je suis un peu entre guillemets à l'interface entre ceux qui nous financent et mes collègues qui font ce boulot fabuleux sur le terrain. Je ne me lasse pas de m'étonner positivement de ce lien organique véritablement entre l'argent et ce qui est rendu possible avec les projets. Et comme je vous disais, la finance solidaire, elle s'incarne, elle n'existe que parce qu'elle s'incarne dans des projets. Et pour finir, ce sera ma dernière, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Ben voilà, quelques constats. L'épargne solidaire, c'est, comme je vous disais au démarrage, un renversement de la logique de l'épargne classique. C'est-à-dire plutôt que de se demander ce que ça va rapporter, je vais demander comme argent, je vais me demander ce que ça va rapporter pour la société. Plutôt que de... c'est une réponse, et c'est aussi une réponse concrète qui parle du projet financé, comme je vous le disais. L'épargne solidaire, elle associe aussi d'intéressant, puisqu'on parle de changement climatique, et on a évoqué que le changement climatique, mais malheureusement, ce n'est pas la seule crise climatique. On a parlé un petit peu de la biodiversité, enfin, on ne va pas les faire toutes, parce que sinon on va sortir déprimé. Ce qui est très intéressant avec l'épargne solidaire et la finance solidaire, c'est qu'elle permet d'agir à la fois sur les causes du changement climatique, donc on va moins polluer, on va moins émettre, on va capter du carbone avec des prairies, avec des racines très longues, on va reforester, etc. Et elle permet aussi d'atténuer les effets. Croyez bien que pour une CIDI qui travaille dans à peu près tous les pays les plus pauvres de la planète, les effets du changement climatique, d'une part, ils sont bien plus visibles que chez nous, parce qu'il y a moins d'infrastructures pour ne pas les voir. Par exemple, au Sahel, on s'en doute pas, on se dit c'est les sécheresses. Non, au Sahel, depuis 4-5 ans, ils sont confrontés à des problèmes gravissimes d'inondation. Vous savez, les phénomènes extrêmes, c'est une réalité. Donc un coup c'est la sécheresse, un coup l'inondation. Non seulement ils en sont beaucoup plus touchés, ces pays-là, mais enfin et également, les premières victimes, ce sont les pauvres, ici comme là-bas. Et donc cette finance solidaire, ici et là-bas, elle va permettre aussi d'atténuer les effets dramatiques du changement climatique qui est déjà à l'œuvre, auprès des populations qui n'ont de toute façon que très très peu de moyens pour s'y confronter. Si on structure des circuits économiques plus fiables, plus inclusifs, plus durables, eh bien peut-être qu'on va apporter des ressources, des capacités pour y faire face. Je vous parlais des plans de café qui seraient adaptés pour les 20 ans à venir. Voilà une illustration extrêmement concrète. Donc
on peut agir sur les causes en retirant, et c'est extrêmement essentiel, son argent des fossiles, et on peut aussi agir positivement en finançant des projets qui vont agir à la fois sur l'échéance et à la fois en atténuer les effets. Et finalement, c'est une manière pour nous de placer notre argent en accord avec nos convictions, ce qui ne gâche rien. Croyez bien que j'avais un peu plus de mal à dire ça quand je suis arrivé à la CIDI. Moi, je crois fermement que épargner en accord avec ses convictions, ça rend heureux. On a le droit de le dire, on a le droit de se le dire. Et c'est pas que parce qu'on dit au départ j'ai fait un effort, parce que je vais gagner un petit peu moins ou parce que je vais risquer un petit peu plus. Bien sûr, il y a ça, il faut le regarder, il faut être sérieux dans l'allocation de ses ressources et comprendre ce dans quoi on met les pieds, pas les pieds, l'argent. Mais une fois qu'on a fait ça, quel bonheur, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce projet que d'avoir en face de soi, face à un marché financier trop souvent guidé par la rapacité, par l'immédiateté et puis par l'opacité, nous avons dans la finance solidaire, face à nous, citoyens, pas toujours armés pour tout comprendre, une finance qui, à l'opacité, répond à la transparence, qui, à la rapacité, répond à la solidarité, et puis qui, à l'immédiateté, répond au long terme. Et ça, c'est quand même une promesse tout à fait enthousiasmante pour nous. Lorsque on est confronté à des océans de mauvaises nouvelles, en voilà une bonne qui nous permet d'agir en conviction, avec nos convictions. Merci. On a tout préparé à l'avance. J'ai une petite question pour tous les deux. J'ai l'impression que si on fait une moyenne de combien met chaque investisseur, vous êtes tous les deux à peu près à 15 000 € par investisseur. Mais je crois que Vincent, c'est exclusivement des particuliers, et Laurent, il y a des particuliers et des institutionnels, c'est ça ? Et je trouve ça étrange que ça aboutisse au même chiffre alors qu'il y a des institutionnels. Je me demandais comment était composé. Est-ce qu'il y a quelques très gros et puis beaucoup de tout petits ? Enfin, j'avais envie de savoir un peu comment était composé. Et j'ai une deuxième toute petite question qui est liée, qui est est-ce que... Voilà, nous on encourage des institutionnels à des investissements, bien sûr des particuliers aussi, mais particulièrement des institutionnels à désinvestir des énergies fossiles, parce que c'est aussi les plus grosses sommes. Est-ce que les gens qui investissent chez vous investissent une grosse partie de leur épargne ou une petite partie de l'épargne un peu, voilà. Alors moi, je vais répondre pour moi, en tout cas, sur la première question. En fait, il y a un mix entre des gros investisseurs et des plus petits investisseurs. On a quelques investisseurs qui ont fait des investissements de plus de 100 000 € et qui, même s'ils sont particuliers, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et ce qui fait grossir la moyenne. Malgré tout, on a quand même... Et à côté de ça, on a aussi quelques investisseurs, on a pas mal d'investisseurs qui ont mis des tout petits tickets de 1000, 2000 €. Après, on a quand même le gros de nos investisseurs, c'est des gens qui mettent entre 5 et 30 000 €, et ce qui se retrouve un peu dans la moyenne qu'on a, qui est autour de 12 ou 15 000 € à peu près par investisseur. Et concernant la deuxième question, quand j'ai les gens au téléphone, je ne sais pas toujours au téléphone, mais en tout cas, moi, et dans notre process de souscription, on demande aux gens de ne pas investir une trop grosse somme par rapport à leur patrimoine, parce que moi je considère personnellement que c'est pas bien d'investir tout dans le même panier, et donc et je pense que c'est important, quel que soit le type d'investissement, d'avoir une certaine diversité dans les placements qu'on fait, et donc on écrit d'ailleurs dans notre process de souscription, on demande aux gens de ne pas dépasser 5% du montant qu'ils investissent, enfin de leur patrimoine dans notre produit d'investissement. Après, ils font ce qu'ils veulent globalement, et je ne vais pas aller vérifier leur patrimoine, de toute façon je ne leur demande pas. Mais je pense que c'est important de diversifier son patrimoine, et donc de ne pas investir de trop grosses sommes dans un placement donné. Mais je donnerai le même...
Enfin, c'est ce que je fais pour moi-même et c'est le conseil que je donnerais à n'importe qui. Alors pour ce qui s'agit de la CIDI, alors d'abord la structure du capital, donc on a 2000 actionnaires et 34 millions à peu près de capital à l'heure où je vous parle, peut-être 35 millions là, depuis ce matin. Le capital est possédé par à peu près 1900 individuels qui possèdent collectivement près de 40% du capital, et ça c'est un tout petit peu moins maintenant. Ça c'est une montée qui a été beaucoup plus récente. Pourquoi ? Parce que la CIDI est née en 1983 comme un projet concret, un atterrissage concret de cette volonté de trouver des projets en accord avec les convictions. Et donc cette volonté-là, elle est née dans un petit cercle très restreint du CCFD Terre Solidaire de l'époque, de l'ACI, les catholiques indépendants, et puis des congrégations religieuses. Donc dès le départ, il y avait un tour de table qui avait été d'abord très fortement celui apporté par l'ONG CCFD, quelques congrégations religieuses, et très très vite les citoyens ont suivi, notamment les militants du CCFD. Alors on a aussi d'autres jolis actionnaires à notre capital, on a la Caisse des dépôts et consignations, on a l'Agence française pour le développement, on a le Crédit coopératif, j'en passe. On a aussi, je vous parlais tout à l'heure de l'épargne salariale solidaire. La CIDI a trouvé un formidable vecteur de croissance de nos ressources, puisque par le biais des salariés qui ont choisi un produit solidaire dans leur entreprise, en bout de chaîne, juste pour ce qui nous concerne, ça nous a apporté, je crois, pas loin de 6 ou 7 millions d'euros aujourd'hui, sur un total de 34, en moins de 10 ans. Ça, c'est très important. Quant à savoir combien ils mettent et s'ils mettent tout, il y a de tout. Il y a de tout. Nous, on a choisi d'accepter des actionnaires dès une action. Donc une action, ça coûte 152 €. Évidemment, en frais de traitement, il y a des actionnaires qui nous disent « arrêtez de m'écrire, ça vous coûte cher ». Bon, on n'a pas le droit d'arrêter de vous écrire, vous êtes des actionnaires, on doit vous envoyer au moins un truc par an. Mais il y a beaucoup d'actionnaires qui ont choisi d'acheter une seule action, et nous, on fait ça très positivement, parce qu'avec le CCFD, on pense aussi que cette épargne doit être un projet de société collectif, quoi, que ça doit être quelque chose de citoyen, de partagé, et c'est d'ailleurs, on le pense fermement, par ces épargnants et avec tous les autres acteurs qu'on arrive à faire bouger les pouvoirs publics. S'il n'y avait pas les épargnants citoyens derrière, on ferait moins bouger les pouvoirs publics. Donc ça, c'est très très important. Et puis il y en a qui ont mis beaucoup d'argent. Je crois que notre plus gros actionnaire, elle a peut-être 600 000 € de capital, donc c'est vraiment pas rien. Et on a les mêmes constats que toi. On a quelques inénarrables actionnaires qui rêvent de tout mettre à la CIDI. Alors on freine, on leur explique quand même. Il ne faudrait peut-être pas faire ça, c'est un peu risqué et tout, mais c'est des gens qui ont... À la CIDI ou ailleurs, de toute façon, j'allais dire, j'ai l'impression qu'on rentre dans la finance solidaire peu à peu, mais j'ai l'impression que très souvent, on y rentre de plus en plus. C'est-à-dire que quand on fait un constat terrible, celui que tu faisais juste au démarrage, que notre argent, si on ne s'y intéresse pas, il milite contre nous jour et nuit, bon, ça commande l'action. Et l'action, elle peut prendre 1000 formes. On peut ouvrir un petit livret A de partage, on peut changer de banque, on peut commencer avec son épargne salariale, et puis on peut être parfois plus impliqué auprès d'entreprises en direct. Mais plus impliqué auprès d'entreprises en direct, j'aime pas trop parler de cohérence plus forte, parce qu'en réalité, ça correspond à l'intérêt et au choix de la personne qui se dit bah là au moins je comprends où est mon argent. C'est parfois ça le déclencheur, c'est pas forcément de se dire je suis meilleur que l'autre qui a mis ça à la poste ou je ne sais où. Non, c'est tout simplement cette petite entreprise elle fait ça, de l'agroécologie en France, j'ai envie de soutenir ça, et ils y vont. Donc il y a vraiment de tout, il y a une diversité qui rend difficile la réponse. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une pour... je commence. C'était pour Laura Morosini sur la cause du désinvestissement fossile. Disons qu'en tant qu'individuel, donc là vous avez expliqué que vous visez quand même plutôt les institutions, en tant qu'individu, on peut quand même peut-être se poser la question de l'utilité finale, je veux dire, du désinvestissement fossile, quand voilà, on peut désinvestir fossile, mais de l'autre côté... acheter du gaz pour chauffer ou mettre de l'essence dans sa voiture. C'est un peu une question de plateau de télé, je suis désolée, mais comment sont les dynamiques de pouvoir là-dedans ? Quel est vraiment l'impact du désinvestissement de la part d'individus ?
parlant du fossile. L'impact, il est... Bon, après, ça dépend combien vous avez de sous dans la banque. Mais il est aussi de faire bouger les banques et les endroits où vous investissez, en fait. Où est votre épargne? C'est peut-être moins l'effet de telle ou telle somme qui va être détournée que du nombre de personnes qui ont détourné, du signal que ça donne sur l'avenir de ces entreprises si elles ne font pas les efforts nécessaires. Moi, j'ai rencontré les responsables développement durable et relations publiques de Total il n'y a pas longtemps. Ils me disent, mais voilà, ça prendra des dizaines et des dizaines d'années de changer. Ils y croient pas que c'est comme les politiques, quoi. Les multinationales, elles ont besoin de sentir de la pression. Donc en France, on n'utilise pas le boycott comme pression, mais la pression des actionnaires au moment de l'AG, elle existe, mais c'est compliqué. Mais la pression, elle peut se faire aussi indirectement par ce qu'on dit à son banquier qui, lui, va le dire. Donc il y a une pression quand même indirecte. Et c'est pas contradictoire, et c'est l'autre face, de la même façon que les propositions d'investir chez vous sont l'autre face du fait de désinvestir. Voilà, on désinvestit quelque part. Où est-ce qu'on va investir? Alors bon, on sait qu'on peut pas tout investir chez vous, dommage. Mais bon, il y a quand même d'autres investissements possibles. Mais les fossiles et l'effet de serre, c'est de la demande et c'est de l'offre. Donc, bien sûr, vous arrêtez d'alimenter la machine en consommant moins d'énergie fossile dans votre vie quotidienne ou dans les structures auxquelles vous participez, qui pèsent plus que la vie quotidienne. Donc, c'est important, voilà, Église verte, le diocèse, les entreprises, la copropriété, endroit qu'on néglige très souvent, mais qui a beaucoup d'impact. Donc, dans la vie quotidienne. Et par ailleurs, voilà, vous faites baisser la demande et vous faites baisser l'offre aussi par le désinvestissement. Merci. Juste une petite question technique. Vous avez parlé de cerise. C'est un terme technique dans le café, j'imagine. Oui. La cerise du café, c'est la graine, mais tout en feu. En 2 mots. Rassurez-vous, c'est un savoir que je tiens du boulot. La cerise du café, c'est la graine en fait tout entière. C'est le fruit tout entier. Donc il faut enlever la pulpe, évidemment la peau, et ensuite après on arrive à la graine, la fameuse. Sauf que celle-là, il faut aussi lui enlever sa petite peau, le parche. Et après ça, pour le faire très rapidement, il faut le laver, le fermenter, le relaver et le sécher. Et là, après, vous pouvez le trier et le vendre. Ça prend un certain temps et c'est, entre autres, en particulier pour ça, qu'on finance ce gap, parce que ce gap est très important. Il prend 3 ou 4 mois. Moi, je voulais savoir si vous étiez apte à recevoir des donations et des biens matériels. Quelqu'un qui a une ferme, par exemple, qui meurt, qui n'a pas de successeur, est-ce que vous pouvez gérer ça ou bien peut-être l'église, où il y a des biens qui sont... Est-ce que c'est utilisable? Joker. On ne s'est jamais posé la question. Et donc je ne sais pas répondre. Mais. Non, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Je vous répondrai. Je vais me renseigner. Petite contribution à cette question, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, pas pour le mouvement Laudato Si, mais quand j'étais en responsabilité à Église verte,
j'ai été contactée par un couple très âgé qui avait un très très joli terrain dans le centre de Bourges où il y a voilà, du maraîchage urbain, en plein centre-ville, mais un maraîchage assez grand. Et ils disaient, mais on aimerait que notre terrain devienne Laudato Si, quoi. Enfin, nous, on n'a pas d'héritier, enfin, ou en tout cas, on leur filera autre chose, on leur laissera autre chose. Et du coup, on a commencé à réfléchir, voilà, à trouver, et autour par le réseau Église Verte, on entendait parler de jeunes qui avaient envie de s'installer, qui avaient envie de faire des choses. Et du coup, c'est un projet, par exemple, celui-là, où on a mis en relation et ça s'est fait, c'est en cours, voilà, c'est quelque chose de collectif avec aussi le diocèse, etc. Donc voilà, ça peut arriver, mais sans doute qu'avec un intermédiaire professionnel, ça serait encore mieux. Je pense que pour le faire, il faudrait qu'on ait une fondation ou une autre structure que celle qu'on a aujourd'hui. Pour d'autres raisons, on réfléchit à créer une autre structure de ce type-là, mais ça pourrait accueillir. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse le faire avec la structure qu'on a aujourd'hui. Je peux juste ajouter aussi, du coup, en lien avec ça, Église Verte va bientôt sortir une fiche sur les terres de l'Église, qui a été co-travaillée avec Terre de Liens. Donc il y avait une stagiaire du diocèse de Strasbourg qui a travaillé plusieurs mois avec Terre de Liens sur, voilà, essentiellement orienté congrégation religieuse, mais voilà. Sinon, donc, Olivier, je veux. Une question pour Vincent aussi. Vous avez dit que l'achat de ferme, enfin la reprise, c'est très compliqué. Est-ce que pour vous aussi, il y a des complications ou est-ce que c'est juste une question de capital ? Et l'autre chose, c'est quand vous avez dit objectif une centaine de fermes installées à terme, est-ce que vous trouvez suffisamment de repreneurs ? Est-ce que vous avez plus de demandes que d'offres quelque part ? Ou voilà, est-ce que vous allez être limité par le nombre de fermes que vous pouvez acquérir à terme ? C'était, est-ce que pour vous c'est compliqué d'acquérir des terrains ou est-ce que c'est juste le capital ? Oui, en effet, quand je disais que c'était compliqué pour des jeunes de s'installer et d'acquérir des terres, c'est principalement une question financière. Après, il y a aussi, dans certains endroits, la difficulté de trouver la ferme qui correspond à ses besoins par rapport à la production qu'on veut développer. Et en particulier, une problématique aussi de... je vais utiliser un mot anglais, c'est moche, mais un mismatch entre l'offre et la demande, avec des fermes qui sont cédées et qui ne correspondent pas forcément aux besoins en termes de taille, en termes d'équipement ou de bâtiment, de ce que recherchent les porteurs de projets qui cherchent à s'installer sur les pratiques qu'ils souhaitent développer. Donc il y a cette problématique aussi là. Et de temps en temps, par exemple, on trouve des fermes qui sont beaucoup trop grosses par rapport à ce que veulent développer des gens qui sont tout seuls. Et donc, une des solutions, c'est de permettre l'installation de plusieurs personnes sur ces fermes-là qui vont développer des activités qui sont complémentaires les unes avec les autres. Et ça rend les choses plus compliquées parce qu'il faut trouver ces différentes personnes, il faut que ces personnes arrivent à s'entendre sur ces fermes-là. Et c'est hyper intéressant à la fois d'un point de vue agronomique, économique, écologique, etc. et social, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a un peu toutes ces difficultés. Et ensuite, l'autre chose qui est... donc pour nous, la difficulté, par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il y a plus de fonciers, plus de porteurs de projets ? Globalement, il y a beaucoup de fonciers. Qui est cédé. Après, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Il y a des endroits où c'est difficile de trouver des terres. Sur les coins que je connais bien, moi, dans le Pays Basque, par exemple, c'est super compliqué de trouver des terres. D'autres endroits, si vous cherchez des terres à côté de Limoges ou dans la Creuse, là, vous allez les trouver facilement. Et
Et ce qui est compliqué, en fait, c'est de faire, là aussi, de concilier offre et demande, parce que il y a des porteurs de projets qui veulent s'installer, il y en a beaucoup, il y a des fermes, et ce qui est compliqué, c'est de trouver les bonnes fermes qui correspondent aux projets des porteurs de projets, et parce que les contraintes, elles sont multiples. Une personne qui s'installe, c'est un projet de vie, donc il a peut-être, si c'est il veut peut-être avoir sa femme ou son mari, si c'est une dame qui s'installe, qui doit travailler et qui veut être près d'une ville. Il peut y avoir des problématiques liées aux enfants, il faut être pas trop loin d'un endroit où il y a un collège, des problématiques diverses et variées qui font que, au final, trouver la bonne ferme au bon endroit, c'est compliqué. Et donc ça demande du temps, ça demande pas mal de choses. Et ensuite, il faut également se mettre d'accord avec les cédants qui parfois demandent des prix complètement démesurés pour leur exploitation. Voilà, il y a tout un tas de problématiques qui font que ça rend les choses un peu complexes. Mais après, il y a des gens qui veulent s'installer. Il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même pas mal, heureusement. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous d'être venus. Merci aux 1000 personnes qui étaient sur YouTube ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.